Good Morning Business. Le débat. Effectivement, avec sans doute un taux de 3%, voire un peu plus, qui devrait être annoncé prochainement, application en février. Alors, est-ce que c'est le livret A, de nouveau, le meilleur déplacement? Est-ce qu'il faut encourager les Français à remplir ce bas de laine? De toute façon, si vous ne voulez pas prendre de risques du tout, vous avez forcément des placements qui sont livrets A ou assurance vie en fonds euros. Donc vous avez forcément du rendement négatif. Voilà. C'est absolument clair. Après, vous arbitrez. Rendement négatif par rapport à l'inflation. Bah, bien sûr. Après, il est évident que on a bien vu hier que l'affaire, la principale association d'épargne française, qui quand même propose un contrat avec 55 milliards d'euros d'encours, c'est pas négligeable, a très 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 vite communiqué, sentant arriver l'annonce définitive de la hausse du taux du livret A. C'est une proposition de la Banque de France qui sera de 3%. Le gouvernement arbitre, il peut faire du 3,3, du 3,4. Voilà. Et là, il semble qu'il y a un risque effectivement de fuite de l'assurance vie du fonds euro vers le livret A, parce que si on touche les 3%, c'est quand même un symbole, 3%. 2,9, c'est pas comme 3, vous savez, c'est les niveaux symboliques. Le taux de l'affaire d'hier, 2,01. 2,01 pour 2022, c'est posteriori pour l'affaire. Mais c'est la première fois, en fait, le message de l'affaire, c'est de dire restez, ne partez pas. Regardez, là, en 2022, c'est la première fois depuis 20 ans que le rendement des fonds euros repart à la hausse. C'est lié à la hausse des taux obligataires de la dette française, elle-même liée à la hausse des taux de la BCE. Et donc là, oui, on est devant un match où il y a une vraie concurrence qui se joue, parce qu'à chaque fois qu'on annonce des hausses de l'épargne réglementée, le livret A, le LDDS, on a toujours un gros mouvement de collecte vers ces produits dans les 2-3 mois qui suivent. Et il y a quand même des années où l'assurance vie a inscrit une décollecte nette. 2020, à la fin 2020, c'était moins 6,5 milliards d'euros sur l'assurance vie. Donc ça reste aujourd'hui évidemment le premier placement des Français. 26% du patrimoine des ménages français est placé en contrat fonds euros d'assurance vie. Nettement plus qu'en contrat unité de compte où là il y a une prise de risque. Et donc là on voit qu'il y a un match effectivement qui se joue. Bon, l'assurance vie a encore des atouts. Le gros défaut de l'assurance vie par rapport au livret A, c'est que c'est pas exonéré d'impôts. Alors que le livret A, vous avez effectivement un rendement négatif, mais enfin vous ne payez pas d'impôts. Après, la force de l'assurance vie, c'est qu'il y a des plafonds pour le livret A. Vous ne pouvez pas mettre plus de 22 950 euros. Il y a des plafonds sur le LDDS, l'ancien code des vies. On ne peut pas y mettre plus de 12 000 euros. Et donc on va voir comment les jeux vont se jouer. Mais il y a de grandes chances quand même que pour tenir l'année 2023, pas mal d'assureurs, comme ça a été le cas en 2022, aillent en fait puiser dans leurs réserves pour réussir à afficher des rendements plus attractif que ce que le marché normalement devrait dicter. Alors Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'économie que les Français soient incités quand même à remettre de l'argent sur le livret A, parce qu'on parle de taux réels négatifs, mais en vérité beaucoup de Français vont voir le taux nominal, ils vont se dire 3% après avoir eu du 0,5, c'est quand même pas mal. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Jean-Marc, pour l'économie? Alors oui, c'est une bonne nouvelle qu'on incite les Français à épargner, parce que les gens ne réalisent pas ça, mais un pays qui a un déficit extérieur, et c'est notre cas, c'est-à-dire le déficit de notre balance des paiements courants au troisième trimestre, c'est le dernier trimestre connu, était de 20 milliards d'euros. C'est-à-dire on est sur une tendance annuelle de 80 milliards d'euros de déficit de la balance des paiements courants. Je rappelle qu'on n'a pas connu de tel niveau de déficit depuis 1982-1983, où on avait été obligé de prendre des mesures de rigueur assez brutales pour rééquilibrer les comptes extérieurs. Or, il y a une équation simple que tous mes étudiants brandissaient chaque fois que je l'ai quitté, en disant voilà, ce qu'on a retenu, c'est S moins I plus T moins G égale X moins M. X moins M, c'est le déficit extérieur, et S, c'est l'épargne. Et donc, quand il y a un déficit extérieur, c'est que l'épargne n'est pas assez importante. Est-ce que c'est la bonne épargne ou l'épargne réglementée? Alors après, il y a effectivement deux enjeux. Le premier enjeu, c'est l'utilisation que l'on fait de cette épargne. Et deuxième enjeu, qui est l'épargnant? Alors, je pense que l'épargne réglementée, comme l'a souligné Nicolas, il y a des plafonds. Et donc, cette épargne réglementée, en réalité, même si on peut douter de son intérêt, de la légitimité qu'elle a, elle reste limitée dans le volume qui est collecté. On est quand même à 500 milliards de fonds sur l'ensemble des livrets qui sont les livrets réglementés. Et ensuite, est-ce que donc on a intérêt? Je pense qu'il faut maintenir les plafonds, mais qu'il aurait fallu encore aller plus loin sur les taux d'intérêt pour que la population, qui est la population pour qui c'est l'essentiel de l'épargne, il y a toute une petite
petite épargne populaire qui s'exprime au travers du livret A, et que cette population soit incitée à faire un effort d'épargne, que cette population soit récompensée dans cet effort d'épargne, ça me paraît très utile. Ensuite, le deuxième élément, c'est effectivement l'usage. On tourne normalement cette épargne sur le logement social, mais je pense qu'il y a toute une réflexion sur l'utilisation de l'ensemble de l'épargne garantie par le public. Et donc, l'assurance vie, c'est beaucoup de la dette publique. Donc, est-ce que c'est bien d'utiliser cette épargne ? 3 euros sur 4. Oui. Mais Non. est-ce que là, on est dans un contexte plus positif pour l'épargnant qui, enfin, a plus de possibilités? Le monétaire reprend de l'intérêt, il a son livret, il arbitre, il a plus de choix. Oui, il a plus de choix et surtout à quoi on assiste, c'est que vous avez une montée en puissance des plans d'épargne retraite. C'est-à-dire tout le discours de la retraite et le refus politique et ridicule de mettre en place des fonds de pension est contourné par la mise en place de ces plans d'épargne retraite qui ont été réorganisés par la loi Pacte. Et on s'aperçoit quand on regarde dans les chiffres que ça rencontre un certain succès, un certain écho au sein de la population. À la fois parce qu'elle a des doutes sur la pérennité du régime de retraite par répartition et puis surtout parce que maintenant, il y a, comme vous le dites, il y a de plus en plus de gens qui vont au-devant de l'épargnant en lui disant voilà ce que vous pouvez faire, voilà les produits que vous pouvez utiliser. Et donc je pense que faire jouer la concurrence entre l'assurance vie et le livret A, ça a du sens, d'autant plus qu'il y a d'autres encore produits qui sont là et donc l'épargnant a à sa disposition une multitude d'objets qui font que l'objectif plus d'épargne est un objectif tout à fait accessible. Rassurons-nous, on manque d'épargne, mais hier Bruno Le Maire rencontrait pour la rentrée de 2023 la presse économique, il a dit 2024, ça y est, je m'attaque aux dépenses publiques, je les baisse. Bon. On baisse les dépenses publiques en 2024, Jean-Marc Daniel. Ça vaut ce que ça La vaut, baisse hein. des dépenses publiques, c'est comme l'horizon. Oui, c'est de plus en plus loin. C'est une bonne nouvelle. Et puis vive l'épargne, on conclut comme ça aujourd'hui. Vive l'épargne, Vive l'épargne. vive l'épargne et les épargnants.